Bonjour, bonjour à tous. Alors on est le 10 avril, 2020, c'est une date importante. Ça a été annoncé donc hier soir, 8 avril au soir, par le professeur Raoult sur son site internet. Euh, il a publié donc un préprint, c'est-à-dire une prépublication, c'est-à-dire un travail déjà travaillé, enfin, déjà donc mis en forme. Je répète les mots assez net, et où il estime que son traitement est efficace à 91%, peut-être plus d'ailleurs, on va voir ça. Ce qui est assez effectivement remarquable en soi déjà et peut être noté. Donc une étude sur 1061 patients. On va en reparler tout à l'heure avec un taux de décès de 0,5% à peine, hein, donc c'est dans les taux qu'on avait annoncés. Donc vous voyez que là c'est une étude qui est un peu plus rigoureuse parce qu'ils ont suivi ça de plus près en faisant un comparatif plus sans doute mieux noté que des chiffres bruts. Mais vous voyez qu'en suivant les chiffres bruts, on n'était pas loin. Donc vous voyez, quand il y a un biais, il ne faut pas non plus exagérer les biais, hein. Alors malgré les commentaires que j'ai pu recevoir, etc. Et on va en parler des commentaires. J'ai encore reçu un commentaire pénible que j'ai réfuté évidemment. Mais on va en parler et ouais, il faut pas que, faut que, à un moment donné, il va falloir monter le niveau, quoi, hein, parce que c'est pas possible, hein. On peut pas continuer comme ça, hein. Et donc, bref, l'exclusivité il a réservé au président de la République l'exclusivité de son étude. Oui, alors en plus, donc il y a eu la visite à Marseille de Macron là, qui est passé euh, pour lui rendre visite. Donc voilà. Donc il semblerait que quand même il y ait une attention, hein, qui commence à se manifester là après plus d'un mois de, de dénigrement. Alors pas forcément qui viennent de Macron, parce qu'il n'a rien dit lui en particulier, mais qui venait surtout effectivement d'un certain pan d'une certaine science, on va dire. Voilà. Des gens un peu curieux, qui passent leur temps à dénigrer au lieu de fournir des travaux et des études. Il n'y a toujours rien, hein, concernant les études qui ont été lancées, hein. Voilà. Comme je le dis, ça va sans doute arriver à la fin de l'épidémie, hein. Voilà. Bravo, hein. Bravo pour, euh, Bravo pour la pertinence. Donc, ça veut dire en gros, hein, leur démarche, c'est de dire tant qu'on n'a pas de données scientifiques sûres à 100%, hein, il vaut mieux laisser mourir les gens. Ouais, voilà, c'est la science en état d'urgence, c'est leur conclusion. Et ces gens-là n'ont pas le niveau, hein, je pense que voilà, ils n'ont pas le niveau pour savoir ce que c'est que gérer le temps réel. Or, le temps réel, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Je dis que les informaticiens connaissent depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Réagir en temps réel, savoir ce que c'est qu'un environnement de test, un environnement de production, et parfois ben, on va même directement, la plupart du temps d'ailleurs, il faut dire ce qui est, hein. On passe directement en mode production, parce que le mode qui passe d'abord en test puis en production, ça va bien pour des choses un peu lourdes, mais pour des choses un peu légères, où vraiment ça presse, en général on passe directement en production, et puis on fait le test en production. Bon, alors, bref, bon, mais ça peut être vrai dans plein de sujets. Donc ne pas savoir réagir en temps réel, ça montre quand même un manque de compétences, hein, je crois que assez flagrant, hein. Et de compréhension surtout, puis d'agilité de l'esprit. Voir un certain nombre de blocages de type conflit d'intérêts, etc. Bien sûr aussi. Alors, bon, on va détailler tout ça parce qu'on a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Alors, hier, je vous avais parlé d'un phénomène qui était en train de percer, qui était un hashtag sur Twitter. Là, je vais essayer de le retrouver parce que là, du coup, j'ai pas le fil. Je vais vous montrer. On va en parler de ça aussi. Bon, parce que c'est quand même un phénomène assez étonnant. Je vous l'ai dit hier, hein, je vous ai dit, ouais, j'ai pas eu le temps d'analyser. Il y a eu des informations. J'ai pas d'avis tranché sur la question toujours, mais il y a eu quand même pas mal d'infos, donc voilà, je vais essayer de retrouver ça. Là, je vais vous montrer.
Voilà, il y a un hashtag sur Twitter, donc un hashtag c'est un mot-clé, hein, qui est filme votre hôpital. Voilà, on va parler de ça un petit peu. Donc alors, c'est quoi cette histoire? Il y a quelqu'un qui se demande. Donc on va mettre récent peut-être. Ok, bon, on va mettre à la une alors parce que c'est les plus suivis. Là a été partagé 760 fois. Donc c'est des gens qui filment, hein, je vous l'ai dit hier, hein, qui filment les hôpitaux où ils vont et qui se rendent compte qu'ils sont vides, y compris les tentes. Ici c'est vide. Bon, c'est vide. Voilà, beaucoup de trucs vides et donc les gens se posent quand même des questions. Parce qu'il y a une dichotomie quand même assez flagrante entre le discours ambiant qui panique et qui met les gens devant une grande panique, un stress particulier, etc. Et puis une situation où quand on va dans les lieux où il est censé y avoir des malades et des gens qui s'agitent pour soigner, bah, ils trouvent qu'il n'y a personne. Bon, ok. Donc ça, c'est un truc vérifiable, c'est un phénomène informationnel. Ça ne veut pas dire que ce qui est derrière est pertinent, parce que c'est pas parce que les hôpitaux paraissent vides qu'ils sont vides. Par exemple, les gens n'ont pas le droit de filmer dans les chambres. Alors est-ce que si les chambres sont pleines, évidemment, bon, alors on peut se poser la question. Voilà. Donc ceci dit, on a le droit quand même de se questionner. Et puis je trouve c'est bien que les gens se prennent en main un petit peu et puis essaient de savoir ce qui se passe vraiment. Puisqu'ils ont des doutes en fait, hein, sur la réalité du truc. Je vous rappelle que pour le professeur Raoult, le confinement est une idiotie. Donc quand même un expert là encore. Donc il nous explique que non, c'est une idiotie. Il faut dépister massivement, isoler les cas porteurs, bon évidemment pour éviter qu'ils soient contagieux, et puis les traiter, bien sûr. Donc ça veut dire que si on peut avoir un traitement, à minima des traitements antibiotiques pour éviter que le virus aide les microbes à attaquer, voilà, et puis on a un traitement qui en plus fait baisser la charge virale à base d'hydroxychloroquine, qui était pour l'instant avec des tests certes partiels, mais qui était très encourageant, y compris des tests chinois. Voilà, donc il ne faut pas oublier. Bref, donc on avait parlé de ça. Et puis on avait vu une vidéo qui justement recensait tout ça, qui était d'un dénommé Evrard là, qui est un... Donc j'ai regardé un peu plus sa chaîne. Donc c'est quelqu'un qui quand même remet en question pas mal de trucs, y compris bon, des choses un peu quand même difficiles à remettre en question, soyons honnêtes. Bon, il remet en question la station spatiale, il remet en question le fait que les Américains soient allés sur la Lune, il remet en question tout un tas de trucs comme ça. Pourquoi pas, à la limite, on peut remettre en question tout a priori, hein, la vraie démarche scientifique doit pouvoir tout remettre en question et se poser des questions véritables. Vraiment, je trouve quand même c'est amusant, je trouve, je trouve la démarche est légitime sur la base. Après, les conclusions me semblent un peu hâtives et un peu biaisées. Bon, ceci dit, bon, même, enfin, beaucoup. Toujours est-il que il avait donc fait cette vidéo. Bon, donc il pensait qu'il y avait un problème, il avait filmé. C'est vrai que c'était pas si clair. Et donc, alors il y a l'AFP ici qui a publié donc un gros démenti. Et il y a plus que ça, puisque sa chaîne, donc je vais vous en parler un peu, je vais vous commenter ça. Et sa chaîne, carrément, sa vidéo a été supprimée. Sa vidéo a été supprimée, alors par YouTube en fait. Je le sais parce que j'avais gardé le lien, justement. Je peux vous le montrer. Alors, je crois que c'est ça. Voilà, cette vidéo a été supprimée car elle ne respectait pas le règlement de la communauté YouTube. Voilà, donc il n'y a pas plus d'infos, donc ça veut dire que c'est pas l'auteur, hein, qui l'a supprimé, c'est YouTube qui l'a supprimé, ou on lui a demandé de le supprimer. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est bon, c'est intéressant à noter. Il y a eu donc quand même ici une censure ici là-dessus. Bon, on est en droit de se demander est-ce qu'il y a le droit de faire ça, de censurer comme ça, est-ce que c'est un droit? On peut se poser la question, qui a ordonné la censure? Est-ce que c'est passé par une décision de justice? Voilà, parce que là sinon c'est trop facile, hein. Si on peut enlever tout ce qui nous embête, bon, voilà. Alors, bon. Alors, moi, j'ai pas d'avis, hein, sur le truc. J'analyse le phénomène, hein. Le phénomène ici autour de cette affaire-là. Puisqu'il y a quand même un hashtag avec, pareil, il y a du monde, quoi, hein. Il y a 13 heures, il y a encore eu une vidéo. Bon, voilà. Il y a quand même des trucs. Alors, preuve d'un mensonge d'État sur Covid-19, point d'interrogation. Faux. Il y a marqué faux, c'est faux. Alors, l'AFP nous dit que ça serait faux. Donc alors, ouais, je dis ça serait parce que l'AFP, on va en parler un peu de l'AFP quand même. Bon, donc j'ai pas d'idée, hein, moi, là-dessus.
Bon, je trouve comme ça un peu gros comme histoire, mais bon. Alors, cette vidéo d'Opitovi ne prouve pas que le gouvernement nous ment sur la gravité. Donc ils disent pas non plus que ça prouve pas que les hôpitaux sont vides, hein. Ça prouve pas que le gouvernement ment. Donc déjà c'est bizarre comme façon de répondre. En plus, cette vidéo d'hôpitaux vides est un fake, c'est faux, les hôpitaux sont pas vides. Non, il dit pas que les vidéos sont pas vides. Il dit ça prouve pas que le gouvernement ment. Ouais, alors, le fait que ça prouve pas que le gouvernement ment n'est pas non plus la preuve que le gouvernement dit la vérité. Hein. Vous voyez? C'est pas parce qu'il n'y a pas une preuve qu'il n'y a pas de mensonge qu'on a une preuve que le gouvernement dit la vérité. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre ça. On dit aussi que l'absence de preuve ne signifie pas la preuve de l'absence. C'est pas parce qu'on n'a pas de preuve de la vérité qu'il n'y a pas la vérité, et c'est pas parce qu'il y aurait pas de preuve de mensonge qu'il n'y a pas de mensonge. Hein, ça juste dit que cette vidéo ne va pas dans le sens du mensonge, voilà. Et ils expliquent. Donc en gros, le gars se serait filmé à un endroit de l'hôpital aussi là où il est, qui est pas l'endroit justement où les gens rentrent, c'est plutôt un arrière endroit. On va voir ça sur un plan. Il est hall vide, ça veut rien dire puisque a priori les gens sont confinés quand ils viennent à l'hôpital, c'est juste pour ils y viennent quand ils ont un problème et tout, donc il n'y a pas de raison de stationner dans le hall, surtout qu'a priori il faut s'espacer. Bon, très bien, tout se comprend. C'est vrai aussi que dans la vidéo, moi je l'ai vu, c'est vrai que c'était bizarre, parce qu'il se met là, à côté d'une porte, il dit je vois que les lits sont vides. Là j'ai pas le droit d'entrer, mais je vois que les lits sont vides. Ben non, là derrière la porte, il n'y a pas de lit, il y a des couloirs. Voilà, donc il a montré aucun lit vide, ça c'est vrai. Ça je confirme, voilà, ça là, je peux confirmer. Dans la vidéo, il n'y avait pas du tout. C'est vrai que là, il a dit quelque chose qui était faux. Il n'a pas pu dire, à partir de l'endroit où il était, derrière une porte comme ça, les lits sont vides. Et c'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire qu'il est dans un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'il a envie de démontrer qu'il n'y a pas. Alors, ce point-là, c'est vrai que ça va. C'est pas. Donc la vidéo est quand même. Enfin, le démenti de l'AFP est quand même assez précis, assez crédible. Hein. Désintox. Donc, bon, j'ai tendance à penser quand même que c'est juste hein, ce qui est dit là, et j'ai tendance à penser que. Voilà, donc, du coup, c'est pour ce que je vous avais dit. Attention, il y a il y a des informations qui circulent. C'est pas parce qu'elles viennent du gouvernement qu'elles sont justes, c'est pas parce qu'elles viennent de quelqu'un d'autre qu'elles sont justes aussi. Attention à ça. Hein, vous avez aussi des officines. Il y a des officines gouvernementales, il y a aussi des officines d'opposition, en fait. Hein, ça existe aussi. Et qui ont pour mission d'essayer de saper l'information. Hein. Ça existe aussi. Alors, en temps de guerre, tout est là. D'ailleurs, on va en parler de ça. C'est très important. C'est très important parce que j'aimerais que vous preniez conscience du problème ici. Qui n'est pas sur le contenu ici, mais qui est sur l'information elle-même. La guerre de l'information. Les guerres se gagnent souvent par la maîtrise de l'information. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et on a un problème, puisque si on n'est pas dans l'action directe, dans un hôpital, en train de traiter le truc, un scientifique comme le docteur Raoult, ou d'autres dans des hôpitaux qui connaissent le sujet et qui, voilà, bon, ben, sur la question du virus, on n'a pas d'informations de première main, on a forcément des informations de seconde main. On lit ce que nous disent des experts. Donc c'est déjà une information qui est déjà sujette à discussion, c'est d'ailleurs ce qui se passe. C'est là aussi le problème du soi-disant consensus scientifique. Le consensus, c'est pas la vérité, bien sûr, et le consensus scientifique, c'est un critère de solidité si on veut, mais il faut le prendre aussi avec des pincettes, puisque dans toute l'histoire des sciences, de toute façon, les consensus ont fini par être balayés. Donc il faut aussi se méfier des consensus. Je dirais même, moi, les consensus, c'est ce qui me saoule le plus. Ça m'intéresse pas. Je m'intéresse plutôt au départ des choses et pas tellement à l'arrivée. Les consensus, c'est l'arrivée, quoi. Moi, c'est pas le point qui m'intéresse le plus. Alors, 3 décès supplémentaires du Covid-19 à l'hôpital dans le Var. Bon, là, il y a d'autres informations. Alors, l'auteur de la vidéo s'est filmé de l'autre côté du bâtiment. Alors là, vous voyez, donc là, il y a un biais de film. Ici, se filmer au point B, alors que l'entrée où les gens arrivent par le poste de contrôle et tout, c'est le point A. Alors, bon, c'est sûr que... Ou c'est l'inverse, il s'est filmé au point A et l'entrée est au point B. Voilà, là, oui, c'est ça. Le poste médical avancé, point B, était invisible. Voilà, s'il se filme là, de l'autre côté, alors que l'entrée est en B, bah, c'est sûr que c'est pas là où il y aura le plus de monde en A. Hein, bon, voilà. Donc, effectivement, c'est un peu bizarre comme méthode. Voilà. Et par la fenêtre, je vois qu'il y a des lits, c'est vrai. Non, c'est vrai, ça c'était faux. Ça se voyait dans la vidéo. Hein, donc, vous aurez pu le voir vous-même en regardant la vidéo si vous avez eu le temps. Vous pouvez plus la revoir puisqu'elle a été supprimée. Bon,
Alors après, il y a un témoignage de quelqu'un, etc. Bon, très bien. Alors ça, c'est un démenti de l'AFP qui me semble assez bien précis, sourcé. En tout cas, ce qui est notable, c'est que ça a réagi parce que la vidéo que je vous ai montrée, elle avait fait 100... Elle était à 160, 180 000 vues, quoi. C'était tout à fait colossal. Donc elle a été supprimée de cette chaîne. C'est rare. Là. Par contre, la vidéo coronavirus, les chiffres sont faux, n'a pas été supprimée. Libérez-nous de mensonges non plus. Bon, voilà, bon, ok. Bon. Alors, faut pas y accorder plus d'informations. Une vidéo, c'est pas une information fiable en soi. Donc, il faut pas accorder du crédit à une vidéo. On peut l'étudier, mais en soi, c'est pas une source d'information, une vidéo. C'est une publication d'information, une transmission d'information, mais c'est pas une source au sens, c'est pas une source proche de la réalité entre guillemets. C'est pour ça que pourquoi je me réfère moi à ce que publie l'IHU de Marseille. Que là, on est vraiment dans la source du truc. On a un point d'information source crucial et intéressant puisque c'est l'endroit où les gens viennent se faire dépister, etc. Et avec les médecins qui traitent le truc. Donc on est directement à la source, je peux pas faire mieux, quoi. Voilà, à part d'être moi-même médecin qui serait en action. Ça c'est encore mieux. Parce que dans ce cas, je me ferai un avis en direct, quoi. C'est encore plus précis. Donc il y a un niveau de distance par rapport à l'information qui doit nous faire comprendre quand elle n'est pas de première main, notamment quand elle est traitée par un média, quel qu'il soit, que ce soit ici un personnage, je dirais, personne individuelle, ou quelqu'un d'autre, ou un média, eh bien c'est déjà une information qui n'est pas brute, donc déjà qui a été travaillée, donc qui est susceptible de faire l'objet de biais. Alors, je vous parle de l'agence France Presse un petit peu. Il y a une agence qui s'appelait, son ancêtre s'appelait l'agence de presse Inter-France. France Presse, je crois que c'est le nom, a justement été changé après la Libération, justement. Alors, voilà, il y a l'histoire de l'occupation, etc. Puisque cette agence était collaborationniste, voilà. Collaborationniste sous l'occupation. Tout ça pour ça ne veut pas dire que l'agence France Presse aujourd'hui est collaborationniste envers un occupant, hein, c'est pas ce que je veux dire ici. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une agence de presse qu'elle dit la vérité, voilà. Hein? Alors je crois qu'il disait quoi pendant l'occupation, moi je le sais parce que j'ai mes grands-parents qui ont connu le truc. Hein, c'est Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Donc là, actuellement, on peut considérer quand même qu'on est sous occupation financière depuis au moins 2005. Et puis quand même la trahison par rapport au référendum de refus de l'Europe, hein, qui a été bafoué. Donc on est un peu sous occupation depuis 15 ans. On peut quand même supposer qu'effectivement, bon, les médias parisiens en particulier mentent beaucoup. Ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. J'ai pas besoin d'amener beaucoup d'éléments supplémentaires pour que vous en soyez persuadés. Ça ne veut pas dire qu'ils mentent sur tout, et ça ne veut pas dire que d'autres sources d'information seraient crédibles a priori. On a un vrai problème, voilà, pour avoir une véritable information. Et ça, c'est un problème, véritablement un problème de pouvoir et de guerre. Hein. Celui qui maîtrise l'information, le plus souvent, c'est celui qui domine. Hein. Parce que c'est lui qui va pouvoir vous faire croire à ce qu'il a envie que vous croyez. Hein, voilà. Et ça, c'est indépendant de la vérité. Vous n'avez pas accès à la vérité directement, vous avez accès qu'à des intermédiaires d'information. Voilà. Donc vous avez raison de vous méfier, mais se méfier ne suffit pas. Et d'ailleurs, ça rejoint le sujet des critiques que je peux recevoir qui sont insuffisantes et qui me saoulent pour ça. Se méfier ne suffit pas. S'il n'y a pas la démarche d'aller chercher soi-même de l'information, donc de se construire un système informationnel crédible, on n'en sait pas plus. Pas parce qu'on se méfier ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous ment, c'est très bien. Vous pouvez sentir qu'il vous ment, mais vous ne savez toujours pas la vérité. Vous n'avez pas moyen de le savoir. Hein, voilà. Alors, ce qui est pour ça que c'est intéressant, cette démarche Film Your Hospital. Je ne dis pas parce que c'est juste et que ça donne des informations pertinentes, mais qu'il y a des gens, qui se prennent en main pour aller chercher de l'information. Alors, ils le font de manière sans doute imparfaite, ils le font de manière biaisée parce qu'ils ont envie, a priori, de démontrer quelque chose, au lieu d'essayer d'avoir des informations sans avoir d'a priori, ce qui est très dur, hein, il faut avoir l'esprit relâché pour ça, et essayer d'avoir une méthode, justement, qui permet d'avoir des informations crédibles. Voilà. Mais, en tout cas, c'est sûr que si vous croyez a priori, ce que vous transfèrent des agences d'information, quelles qu'elles soient, que ce soit l'agence France Presse ou n'importe quel média,
surtout des médias subventionnés par un gouvernement dont vous vous méfiez, évidemment, bon, ben, vous avez le droit de vous méfier. Je veux dire, ça me paraît logique. Hein, voilà. En tout cas, ça a été le cas pendant l'occupation. Et on a le droit, je crois qu'il y a un certain nombre de Français qui pensent qu'on est en quelque sorte sous occupation depuis 2005. Pas loin de penser que c'est la vérité, puisqu'il y a quand même il y a eu un certain nombre de phénomènes un peu bizarres depuis ce référendum bafoué. Et ne serait-ce que déjà ce fait référendum qui est toujours pas respecté, quoi. Voilà. Ça fait 15 ans qu'un référendum n'est pas respecté. Bon. Ok. Alors, on continue. Covid IHU 6. Voilà, donc dernière publication de l'hôpital de Marseille. Donc c'est justement l'analyse du professeur Raoult qui a été publiée. Et qui donc, première version de notre article sur 1061 patients qui ont été traités entièrement par hydroxychloroquine et azithromycine. Voilà. Cette première version est terminée. Vous verrez dans les résultats que la mortalité est de l'ordre de 0,5%. Hier, j'avais fait le calcul, je crois que j'étais à 0,42,5, un truc comme ça. Donc oui, on est tout près. Donc le chiffre n'était pas exactement celui-là. Enfin, vous voyez qu'on y est. C'est ça, donc même si c'est biaisé, ça confirme. Alors, le détail du papier, il est là, je ne vais pas le lire parce que bon, je vais m'intéresser aux conclusions parce que j'ai pas le temps de faire ça pendant la vidéo là, et puis je le fais en direct là. Et que le taux de guérison est extrêmement élevé. Ce traitement est déjà utilisé par d'autres services avec des résultats comparables. Il y a d'autres services de la PHM, donc c'est les hôpitaux de Marseille, c'est pas que l'IHU. Voilà, et puis donc ils ont eu des résultats comparables. Donc il y a eu d'autres équipes qui ont eu des résultats comparables, indépendamment donc de cette équipe. Nous mettons en prépublication le résumé de cet article en anglais et un tableau qui résume l'ensemble de nos données pour que cela puisse servir éventuellement à des décisions politiques. Bon, voilà. Donc, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, donc Macron en plus a visité le truc et il lui a en même temps présenté les résultats de cette étude apparemment. Voilà. Donc en tout cas, il y a eu visite. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais a priori, bon, en gros, de ce que j'ai lu, il pouvait pas ne pas aller s'intéresser au truc, justement à cause de la popularité des travaux du professeur Raoult. Il était obligé à un moment donné de se plier au truc. Alors c'est bizarre parce que d'un autre côté il y a une popularité sur le fait que le référendum de 2005 a été bafoué, mais là par contre il n'y a pas eu révision. Hein. Bon, ok, pas eu intérêt sur la question. Hein. Bref, alors notre ami là de la Tronchambier, 191 000 abonnés, hein, on est un peu sur le même domaine que Evrard, hein, c'est à peu près le même nombre d'abonnés. Enfin, nombre de vues peut-être, je sais pas, 47 000 vues pour cette vidéo. L'hydroxychloroquine Covid-19, la méthode Raoult ne nous aide pas. J'ai regardé un peu, j'ai pas regardé jusqu'au bout, ça m'a saoulé. C'est les travaux d'un thésard apparemment sur les premiers travaux de Raoult. C'est un billet à charge sur la méthode. Bon, très bien. Bon, le problème de ça, c'est qu'évidemment, ça arrive avec 2 à 3 semaines de retard par rapport à ces publications. Donc ça aide pas, déjà c'est trop lent, hein, donc c'est pas quelque chose qui se fait en temps réel. Et ensuite, évidemment, ça s'est fait juste avant la publication qui publie sur 1061 patients. Donc évidemment, ça va pas l'aider, hein, parce que du coup, il va devoir retravailler sur une étude qui enfonce le clou encore un peu plus. C'est une vidéo à charge qui critique en laissant sous-entendre un certain nombre de biais scientifiques, si on veut, etc. D'ailleurs, j'ai posté un petit commentaire, mais j'ai dit, bon, c'est bien de critiquer, mais où sont les autres études qui aident, hein, parce que cette étude aide pas. Donc, ils font que critiquer. Et il n'y a pas, par contre, d'autres études qui diraient, voilà, si on fait rien, il se passe ça. Pourtant, il y a plein de gens auprès de qui on fait rien. Il y a plein de gens auprès de qui on fait rien. Donc, où sont les données? Où sont les analyses de ces données pour avoir des résultats qui soient en temps réel, des informations, certes peut-être partielles, mais qu'ils pourraient corriger des biais justement, puisque c'est leur
C'est leur truc de corriger des biais. Donc ils pourraient corriger des biais, ils pourraient donner des informations, tu parles, que dalle. Il y a que des critiques de ceux qui travaillent. Hein, donc c'est les inspecteurs et travaux finis, si vous voulez. En temps de guerre, ça aide pas beaucoup. Il n'y a pas d'informations sur d'autres études. Maintenant, s'ils le faisaient, en plus, ça serait trop tard. On est déjà en train de passer dans la deuxième stade en fait, de baisse de cette épidémie. Voilà. Donc je tiens à le signaler. C'est petit, quoi. C'est petit. Il n'y a pas le niveau scientifique, en fait. Il y a l'habillage. D'ailleurs, si on le voit, bah oui, bon, cette fois, tiens, non, il n'a pas mis la blouse. Il a arrêté de mettre la blouse blanche, là. Sinon, il met toujours la blouse blanche. Alors, comme il le dit lui-même, l'habit fait pas le moine, mais dans la vidéo, il s'habille en blouse blanche, quand même. Bon. Pour montrer que... Voilà. Alors, c'est dommage, hein, parce que, de manière générale, le sujet est intéressant, la zététique. Mais d'ailleurs, je trouve que le gars le plus... Sur le sujet qui m'a semblé quand même le plus clair, c'est justement le prof de zététique ou le prof d'épistémologie des sciences, qui était dans la vidéo où ils ont fait ça s'appelait, ça a été publié sur plusieurs chaînes, ils étaient 4, hein, ou 4 ou 5. Ça s'appelait suspension du jugement, voilà, suspension du jugement, et il y avait mon maison, je sais, mon maison, il s'appelait le gars, je sais plus, enfin il y a marqué le nom du gars, ici. Conjuration, que faire, compagnie de Richard Monvoisin, c'est voilà, Richard Monvoisin, qui lui était beaucoup plus justement prudent et circonspect en disant qu'en situation d'urgence, ben, il ne sait pas trop s'il ne faut pas justement tenir compte d'informations partielles et revoir. C'est-à-dire que la méthode, elle est bonne, la méthode scientifique sceptique, enfin je dirais le double aveugle, hein, randomisé, les méthodes un peu sérieuses qui comparent avec si comparable, avec traitement sans traitement, en vérifiant qu'il y a suffisamment aussi, il faut suffisamment d'éléments, etc. Bien sûr, la méthode est super bonne, la question n'est pas là. La question c'est qu'est-ce qu'on fait en temps de guerre? On n'a pas le temps de faire ça. C'est là que les mecs n'ont pas compris. Alors que lui, si. Hein, lui a clairement dit, voilà. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tous à jeter. Hein. Il y en a qui sont bons. Et bon, le gars a un peu plus de bouteilles, quoi. Les autres sont un peu jeunes et je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce que là, ils n'ont pas de responsabilité dans l'urgence. Alors sur les données, ben, j'y reviens pas parce qu'il y a ça change pas beaucoup. Donc c'est toujours énorme à Paris, c'est toujours super bas à Marseille. Voilà, les chiffres ont été mis à jour, mais il n'y a pas de nouveau. Hein. C'est toujours les mêmes chiffres. Voilà, donc c'est différence. Alors voilà, on voit bien on est en train d'arriver sur le pic, sur le plateau. Ça commence à baisser ici en réanimation. Bon, les décès c'est cumulatif, ça monte, mais si on regarde les barres ici, les barres c'est jour par jour, ben, on voit que ça commence à baisser de manière forte. Donc voilà, on est en baisse claire. Alors après j'ai reçu des commentaires. Notamment, donc il y en a un là, donc je vais c'est public, hein, quand vous publiez sur internet, c'est public, hein, je vous lis tout de suite. Donc, Pierre Gaucher, les comparaisons que vous faites me semblent approximatives. Je l'ai déjà dit, hein, c'était des chiffres partiels. Mais là maintenant il y a une étude de Monsieur Raoult, hein, que vous pouvez aller voir, étudier. Hein, allez-y pour la critiquer. Alors moi j'ai demandé des études, des sources et des liens par rapport à ce qu'il me dit, puisqu'il me dit oui, non mais vous calculez le temps, nanana. Dans d'autres régions, il y a beaucoup moins de tests réalisés. Alors, études, sources, liens, je demande. Hein, si c'est par rapport à la phrase suivante, hein, effectivement, j'ai pas de données. Voilà, donc le gars nous dit que dans d'autres régions, ceci, cela, mais j'ai pas de données. Voilà, bon, mais j'ai répondu, hein, effectivement, vous avez rien. Hein, étant donné que la science véritable ne saurait ignorer des données, même partielles, surtout en situation de crise, quand on n'a rien à opposer, il ferait mieux de se taire et d'éviter de passer pour un genre foutre. Merci, à bientôt, au revoir. Je ne sais pas pour qui vous prenez pour permettre de me répondre, de me traiter ainsi. Quelle est votre formation scientifique? Alors voilà, il faudrait que j'ai une formation scientifique pour se croire supérieur. Ben, c'est pas une question de supérieur, c'est que je dis si t'as rien à me donner, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc si vous avez rien à me donner de nouveau avec des sources qui soient plus fiables que ce que vous pensez être fiables par rapport à ce que je cite ici, vous me les donnez. Ben, sinon vous taisez quoi. Ça m'intéresse pas. Ça me saoule. Voilà. Donc je peux pas être plus clair. Vous faites comme si c'était simple sans prendre en compte énormément de paramètres. Il suffit pas de faire de division pour comparer des données, un lien pour analyser les chiffres. Vous parlez d'ignorer. Voilà, donc le gars s'énerve. On peut reprendre en détail les études de professeur Raoult, leurs données, voir toutes les imprécisions qui
qui a un problème au niveau de la possibilité d'analyse scientifique, bien sûr. Voilà, bien sûr, oui. Allez, tiens, on va l'envoyer sur... Allez, on va l'envoyer sur le truc, c'est où? C'est là. Allez, tiens, on va l'envoyer là-dessus. On va laisser chercher les sources après, hein. On va pas lui mâcher le travail, sinon ça serait trop facile. Hein, je vous remercierai de... avec vos inanités. Hein, voilà, au revoir. Allez. Allez, voilà. Allez. Donc les gars sont bloqués. Ils n'ont pas compris aussi que les données étaient en train de se construire par rapport à une nouvelle étude. Donc les gens sont assis dans leur fauteuil et sur leur croyance de connaissance sur ce qu'il faut traiter. Ils n'ont pas compris le temps réel. Ils n'ont pas compris le temps réel. Voilà. Et là, donc là, j'en reviens à la vidéo de... Tiens, je vais la reciter parce que ça me fait plaisir. Voilà. Je vais la taper là pour vous la donner directement. Évitez d'avoir fait la recherche ici. La vidéo d'Idriss Aberkan que j'ai trouvé super. Ça ne veut pas dire que je trouve super tout ce qu'il dit par ailleurs, surtout. Hein. Je dis juste que la vidéo m'a paru très bonne. Et j'ai pas regardé s'il avait des diplômes ou si je m'en fous. J'ai jugé son discours et son analyse. Voilà. C'est celle-là. Donc je vous invite à aller la voir. Elle est dans les commentaires. Elle est dans la description de la vidéo. Hein. Elle est dans la description de la vidéo. Ça s'appelle, voilà, brouillard de guerre et prise de décision, comparaison avec des décisions correctes en temps de guerre, c'est-à-dire en temps de crise, en temps réel, hein, du temps réel. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a du brouillard, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on a des données qui sont partielles? Ou est-ce qu'on suit? Quelle est la probabilité? Que nous a dit un des experts mondiaux en probabilité, Nicolas Taleb, là? Mais que lui, ben, à 100%, il prend le traitement. Parce que de toute façon, il ne prend pas de risque. Le traitement est à effet secondaire extrêmement négligeable. Et par ailleurs, ben, tout semble indiquer que ça marche. Alors là, de plus en plus. Et maintenant, donc, il y a cette étude de Raoult. Ben, à un moment donné, les gens vont peut-être devoir se rendre à l'évidence. Et la question, c'est pas... Peut-être il aurait pu avoir tort, Raoult. La question n'est pas là. Quelle était la probabilité qu'il ait raison? Et qu'est-ce qu'on risquait à le suivre, puisque le traitement n'a pas... Alors donc, le seul truc qu'il aurait dû être fait, c'est dire, bon, ce traitement commence à donner des trucs, on teste ça. Est-ce que ça nous empêche de tester d'autres trucs en parallèle? Non, ça aurait dû être fait dès le mois de février. Est-ce qu'il y a un autre truc en parallèle après qui donne un meilleur résultat? Oui, deux, vite, je prends le nouveau truc, ben oui. Et s'il n'y a pas de meilleur résultat, je le prends pas, je vois pas où est le problème. Donc c'est un problème de méthode ici. On est devant des gens qui n'ont pas de méthode. Ils ne savent pas traiter le temps réel. Voilà. Il y avait un traitement qui avait été testé, pas par Raoult au départ, par des Chinois. Raoult, il a suivi les Chinois. Ses premiers tests rapides lui ont confirmé que ça fonctionnait. 2, il étend son truc puisque ça continue à fonctionner. Il n'a pas de nouvelles informations sur un autre traitement. Il n'a pas d'autres idées non plus. Parce qu'en plus, c'est un expert. Il aurait pu avoir des idées. Bon, je teste ça, mais je vais peut-être tester un autre truc qui me semble pourrait marcher. Bon, apparemment, il n'a pas eu d'idée. Donc, tant qu'il n'a pas d'idée, il teste ça. Est-ce que ça empêchait les autres d'avoir des idées, d'amener des éléments comparatifs meilleurs? Absolument pas. Où sont les éléments comparatifs meilleurs? Nulle part. Donc on va peut-être faire un tour là-dessus d'ailleurs. Et moi, il y a des gens qui viennent commenter mes trucs toujours. Ah, mais la méthode, ceci, cela. La méthode, ceci, cela. Est-ce que vous avez des éléments meilleurs? Non? Donc taisez-vous. Vous faites perdre du temps à tout le monde. Voilà. Alors, on va sur Discovery. Voilà. Voilà, Discovery est un essai clinique. Voilà. Allez, tiens, on va lire les dernières infos. Moi, c'est la seule piste que j'ai trouvée pour l'instant sur Discovery qui donne des infos. Je n'ai pas trouvé d'autres. Hein. Alors, par contre, ça m'intéresse. Vous écoutez cette vidéo. Ce que je vous dis vous semble pas tenir compte des effets des informations publiées par Discovery que j'ai pas. Je pense que personne n'en a. J'ai rien vu nulle part.
Mais vous avez des informations en tout cas pour avoir des sources, même partielles. Ça m'intéresse d'avoir les sources de cette foutue étude. Bon, la seule que j'ai pour l'instant, c'est Wikipédia. Voilà, c'est mené sur 3 milliers de patients. Voilà, historique, différentes molécules testées, recrutement. Alors, selon certaines sources, le contexte médiatique dénoncé par certains médecins entraverait l'essai clinique. Le professeur Xavier, infectiologue, affirme que certains patients refusent d'être enrôlés dans l'essai parce qu'ils veulent que le traitement... Ben ouais, mais ça, c'est vous êtes devant le problème de la médecine. Hein. Voilà. Les patients n'ont du coup que 20% de chances de se voir administrer de l'hydroxychloroquine et cela ne leur convient pas. Selon Jean dans l'essai Discovery, ben oui, ils veulent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, hein, c'est ça le traitement, hein, et le plus tôt possible. Voilà. Selon Jean-François Berman de l'hôpital Saint-Louis, cette étude concernerait 4 patients sur 5 dans certains hôpitaux, regrettant cette forme de populisme médical qui ralentit l'émergence de la vérité. Ouais, ils aimeraient que les gens se portent volontaires. Ben ouais, mais ça se... Mais non, involontaire, voilà, c'est des êtres humains. C'est pas des sujets d'expérience. Voilà. Donc là, on a des gens dans les hôpitaux qui sont pas très sérieux par rapport au... Ils n'ont pas le droit de considérer les êtres humains comme des sujets d'expérience et de regretter que ben, les gens ne veulent pas prendre tel ou tel traitement. C'est pas leur problème, ça, à la limite. Hein. Ils peuvent conseiller. Normalement, ils devraient donner le traitement qui leur semble le plus adapté. Voilà. Qui ralentit l'émergence de la vérité. Ouais, populisme médical, ouais, peut-être, mais enfin, ça ralentit pas, parce que s'il y a des gens qui sont... C'est que 4 patients sur 5. Donc s'il y en a un sur 5 qui veut bien rentrer dans l'étude, je vois pas où est le problème. Le refus de s'enrôler dans l'essai clinique Discovery viendrait aussi de certains médecins. Bah tiens, bah ça c'est plus intéressant par contre. Au contraire, le professeur Florence Ader observe qu'il n'y a pas de difficulté à trouver des volontaires. Dans une tribune au Monde, 59 réanimateurs appellent les patients à coopérer en expliquant les principes d'une recherche la plus rigoureuse et la plus scientifique possible. Oui, ben voilà, ben c'est bien, ben les gens décident. Je vois pas le problème ici. Et ouais, ben c'est normal, si les gens sont au courant qu'il y a un traitement qui donne des résultats, ben moi le premier, moi j'en veux pas de leur étude, hein, honnêtement. Je préfère suivre les 0,5% de décès du professeur Raoult assuré que peut-être 0,1%, et encore c'est pas sûr, hein, puisque voilà, et encore on n'en sait rien, puisqu'on n'a aucune info. Les premiers résultats sont attendus donc à la fin de l'épidémie, il n'a pas mis, mais il aurait dû le mettre, à la fin de l'épidémie. Les premiers résultats sur savoir comment traiter l'épidémie seront à la fin de l'épidémie. Merci, fin avril quoi, bon ok super. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a affirmé le 22 mars que les résultats seraient disponibles début avril. Mais non, on est le 10 avril, il n'y a toujours rien. Voilà, d'accord. Donc voilà, on est devant le problème, hein, les mecs se plaignent, ils pleurent, c'est des pleureuses, parce qu'il y a un mec qui a fait le travail, le mec a testé son truc. Qu'est-ce qu'ont attendu les gars pour tester depuis début mars, comme l'a fait le professeur Raoult, ou pourquoi pas même depuis février, puisqu'il y avait déjà des... Et puis même, depuis le mois de décembre, il y a des cas en Chine, donc ils peuvent suivre ce que font les Chinois quand même. Obligé de le refaire en France, en Europe. Pourquoi, comme dit le professeur Raoult, pourquoi les Chinois se tromperaient? C'est ça qui est énervant. Alors j'ai eu un retour apparemment. Il a dû encore me réécrire le gars. On est en temps réel là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a dit de Marseille. Allez, on va regarder. Allez, montrer qu'on fait pas de... On va regarder l'information qu'il nous donne. Un taux de mortalité plus faible à Marseille. 0,7% pour l'impact du virus peut sembler moins virulent à Marseille. Une interprétation relativisée, car le dépistage massif influence le résultat. Eh oui, bien sûr. Ouais, bah alors quand on est dans le déni, on va... Ouais, quand on est dans le déni... Alors je vais lui dire, tiens, c'est l'argument choc. Parce que c'est l'argument que les mecs vous opposent, mais ils sont en plein dedans. Oui, quand on est dans le... Quand on est dans le déni... Ouais, on souffre de ce qu'on appelle un biais de confirmation. Voilà, vous y êtes en plein dedans. Vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie d'y croire, donc vous cherchez toutes les branches auxquelles vous raccrochez. Voilà, bah c'est ça, ça s'appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire le gars a vraiment pas, il part du principe qu'il n'a pas envie d'y croire. Voilà, il n'a pas envie de suivre les préconisations, il n'a pas envie de tenir compte des chiffres. Il n'a aucun autre chiffre, mais ces chiffres-là, ça lui plaît pas. On ne sait pas pourquoi, mais ça lui plaît pas.
Il a rien à donner pour ça. Juste, il va donner un article de... En plus, c'est... Voilà. Alors, typiquement, on n'est même pas sur une source scientifique. Il me donne un article sur Made in Marseille, l'info en ligne de la région marseillaise. C'est pas... hein, voilà. Je lui dis d'ailleurs. Hein. Vous vous rendez compte? Voilà, vous ne donnez pas de source scientifique publiée dans des revues à comité de lecture. Voilà, le gars ne donne pas de source scientifique dans des revues à publier la lecture et il va critiquer l'étude qui elle-même n'est pas dans un comité, n'est pas, enfin si elle est pré-publiée déjà, elle est publiée quoi en fait, voilà, elle n'est pas encore prise dans... Mais moi je parie que l'étude de Raoult elle va être prise dans des revues, vous voyez, et le gars me donne le lien vers un article de journal qui, gna gna, 0,5%, d'ailleurs ils ont mis 0,7 alors que c'est 0,5 qu'il a dit, d'ailleurs c'est déjà une triche, regardez, ici, 0,7, mais non. Hein, regardez, donc déjà, regardez, il y a une falsification déjà à la base. Déjà, ils ont monté le chiffre. C'est 0,5 qui est publié. Donc comment le mec fait pour publier 0,7? Donc déjà, il y a une triche ici. Vous voyez? Il y a déjà manipulation. Voilà. Et donc, il suffit de répondre au gars qui n'applique pas lui-même la méthode qu'il estime devoir être appliquée et qu'il critique pour les autres. Vous voyez? Voilà. Donc, je lui réponds. Voilà, en direct. Voilà, donc bon, mais sachez que si vous répondez, vous serez bien reçu. Donc a priori, hein, quand même, bon, on va considérer que ça, un peu faux, là, même carrément faux, mais intéressant quand même. Je garde un œil là-dessus, parce que ça continue à publier des vidéos. Il faut voir si ça va pas déboucher sur quelque chose. Bon, en tout cas, si... Alors, par contre, ce que j'ai pu noter, qui m'a un peu surpris, bon, il y a deux choses. Dans la vidéo qui était ici, donc critiquée, qui a donc été supprimée hein, par YouTube, qui est ici largement contrée par l'AFP de manière qui me semble assez rigoureuse. Il y avait un commentaire qui était intéressant d'ailleurs, puisque il y avait dans les commentaires de cette vidéo quelqu'un qui disait « Mais Évrard vous invite à douter de tout. Mais donc la première chose à faire aussi, c'est douter de lui. » Effectivement, ça c'est vrai. C'est une bonne démarche au départ pour faire une vraie démarche scientifique de douter de tout a priori, de partir d'une feuille blanche. Il faut douter de tout. Ça c'est une très très bonne démarche. Il faut d'éliminer tout biais de ce qu'on croit savoir déjà, pour faire une démarche de science fondamentale. On est obligé de faire ça. Si on veut vraiment pouvoir trouver justement les endroits où justement on a fait des erreurs de raisonnement, etc. Donc ça c'est très bon. Donc douter de toutes les informations, comme je vous l'ai dit, c'est légitime, et surtout en état de guerre, en état de désinformation, en état de tromperie politique depuis 2005 dans un pays où le peuple s'était prononcé clairement sur un sujet, et sur d'autres sujets où ça, effectivement, la démocratie telle qu'elle est pratiquée ne marche pas. On a le droit de douter de tout un tas de trucs, c'est légitime, et tout nous démontre que c'est légitime. On a des ministres qui mentent devant le Parlement, qui se font condamner, Bon, on a tout un tas de choses, et on est en droit de douter. Tous les éléments nous invitent largement à douter de beaucoup de choses. Mais il faut douter d'Évrard aussi. Donc moi, ce que je vous signale par rapport à ces choses-là, c'est que gardez votre esprit critique. Ne croyez pas, parce qu'une information va contre quelqu'un que vous doutez, que celui qui dit contre, forcément, il serait exempt du doute, lui. Non. Car ce que pose la question, c'est finalement, c'est qui Évrard? Effectivement, c'est qui? Il parle au nom de qui, en fait? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle en tant que porte-parole de quelque chose qui n'est pas dit? Voilà, on ne sait pas, en fait. Hein, donc c'est un gars qui est quand même extrêmement dans l'opposition sur des sujets quand même, bon... quand la station spatiale, le débarquement sur la Lune, bon, il faut quand même en avoir gros sur la patate pour remettre en cause des trucs pareils, quoi. C'est parce que c'est dans l'absolu, c'est possible. En réalité, ça paraît quand même délicat, quoi. Vous voyez, parce qu'il y a quand même pas mal de, faut quand même en avoir gros sur la patate. Donc voilà, on a le droit de douter, mais il faut douter aussi de celui qui vous apporte le contre-doute. Hein, voilà, c'est-à-dire que lui il vous dit, ben voilà, il y a ça qui c'est faux, très bien, c'est possible. Mais est-ce que Évrard lui-même dit la vérité? D'ailleurs, quand on l'a vu dans la vidéo qu'il donnait, effectivement, je confirme,
Donc c'est ce qui me fait penser quand même qu'il y a quand même ici un gros biais. Voilà, il s'enfonce dans le couloir et il dit par la fenêtre je vois des lits sont vides. Non, il voit pas par cette fenêtre là. Effectivement, ça se voyait tout de suite que non, il peut pas voir qu'il y a des lits. Donc pourquoi il dit qu'il y a des lits? Donc là, il y a eu effectivement, il a voulu affirmer quelque chose qu'il n'avait pas vu. Il a voulu, il a exercé un biais de confirmation colossal ici sur. Il a voulu absolument que ou même il a menti, ou il a en tout cas, ou au minimum, il a parlé en précipitation, il n'a rien vérifié, quoi. Voilà, il a pas passé cette porte et il n'a pas pu voir il n'y a pas de lit derrière. Voilà, donc c'est pas, voilà. Voilà. Mais bon, moi je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui en aient gros sur la patate au point de publier des trucs pareils. Voilà. Mais je vous dis, méfiez-vous des informations que vous recevez. Moi, voilà, moi c'est pareil, je reçois des informations de loin, je n'ai pas une confiance absolue dans ce que je reçois, hein. Alors, par exemple, sur l'hôpital IHU de Marseille, bon, j'ai une confiance très forte. Mais honnêtement, par exemple, cet hôpital, je ne l'ai jamais vu de visu, j'y suis jamais allé. Donc, dans l'absolu, je suis dans Matrix, vous voyez, je veux dire, qu'est-ce qui me dit qu'il existe vraiment? Je ne suis pas à Marseille, je ne suis pas à côté, je ne l'ai pas vu. Bon, j'ai dit, il y a tellement de monde là-bas, et bon, j'ai des gens que je connais qui sont là-bas, donc je me dis, non, s'il n'existait pas, que c'était un fake, on me l'aurait dit. donc non, j'ai quand même pas mal d'éléments de confirmation qui font que c'est vrai, il y a un vrai hôpital qui existe, avec un vrai mec dedans qui s'appelle Raoult, avec des vrais trucs et tout. Mais dans l'absolu, si j'avais qu'une information qui m'arrivait, je pourrais dire, mais tout est faux, même le bâtiment dont on me parle au départ. Vous voyez, si je suis pas sûr, c'est vrai que si on n'a pas vérifié soi-même directement, bah déjà le degré de confiance est moins fort que si on a vérifié soi-même directement. C'est obligé. Et plus on est loin, que ce soit dans distance ou dans le temps, hein, par exemple, comment allez-vous vérifier des éléments sur la construction des pyramides d'Égypte, sur des machins avec une distance de 2500 ans? Vous pouvez rien vérifier, vous avez que des bribes d'informations, vous savez pas, quoi. Donc voilà, on est dans l'incertitude totale, comment voulez-vous? Voilà. C'est extrêmement... voilà. Plus on est loin d'une information, plus il y a de temps entre vous et l'information, ou d'espace entre vous et l'information, ou d'intermédiaires, le nombre d'intermédiaires aussi entre vous et l'information, plus cette information est de mauvaise qualité a priori. A priori. Donc c'est très dur d'avoir une très bonne information, et comme je vous l'ai dit, c'est un problème de guerre. Une agence collaborationniste sous l'occupation, c'était pas la seule, hein. Radio Paris mentait effrontément, et on voit aujourd'hui que les médias mentent. Je veux dire, il n'y a que les médias pour pas le croire, ou pour faire croire qu'ils ne le croient pas. Le menteur, c'est qui ment. C'est la base. Ok, bon, ceci dit, l'information du jour, c'est quand même ça qui me semble plus que crédible. Rien. C'est la seule information que j'ai en France sur des nouvelles études. À noter que sur les études, il n'y a toujours rien sur les veilles. Hein. Les veilles d'études, il n'y a toujours rien de pertinent. En tout cas, ça va être très intéressant maintenant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de suivre cette crise en temps réel pour voir les biais scientifiques énormes que je constate depuis beaucoup plus longtemps que ça et sur d'autres sujets. Hein. Et je trouve que le niveau scientifique en France, sur certains sujets, c'est malheureusement, il n'est pas à la hauteur. Hein. Et on est très bon. Je veux dire, en maths, on est super bon. En physique, on est très bon aussi. En médecine, apparemment, donc au moins en infectiologie, on est très bon. Bon, il y a quand même plein d'endroits où on est super bon. Bon, mais il y a des problèmes effectivement, de hiérarchie. Mais tout ça est lié, à mon avis, au système centralisé. Voilà. D'ailleurs, je pense que le fait que là, on ait quelque chose de nouveau qui apparaisse est lié justement à ce qu'on est un gars qui se fout de la hiérarchie. Et je pense que ça, c'est très bon et qu'il faut peut-être repenser l'organisation en termes non hiérarchiques, plutôt en termes de pair à pair, en termes de réseau, hein, en termes de ce qui se fait sur Internet, sur des réseaux sociaux libres tels que Mastodon, Diaspora, et non pas sur les réseaux centralisés. Tout ce qui est centralisé est sujet à conflit d'intérêts, à étouffement des initiatives, formatisation, etc. On ne peut pas regretter que les gens soient formatés dans les filières scientifiques, etc. Et de l'autre côté, ne rien faire pour changer la formation qui elle-même est formatée. C'est-à-dire la formation est formatée. Comment voulez-vous que derrière, les gens qui suivent ces formations ne soient pas formatés? Le problème, c'est que la créativité, ça demande de l'air, quoi.
Et l'air, c'est incompatible avec la pyramide. Vous voyez, dans la pyramide, on étouffe, hein, on a besoin d'air. Il faut être à l'extérieur de la pyramide. Il ne faut pas être à l'intérieur. Donc les pyramides, c'est des mauvais systèmes. Hein. C'est des très mauvais systèmes. Et on le sait depuis qu'Internet existe, hein, depuis 40 ans, on le sait. D'ailleurs, Internet a été pensé pour ça, justement, pour éviter de dépendre d'un centre. Internet est très résilient pour ça et permet une créativité et un développement de la créativité beaucoup plus extensif. Bref. Donc si vous avez des informations pertinentes, merci de me les signaler. Si vous avez rien à dire que des critiques, ça ne m'intéresse pas. Donc à la limite, je vais vous bannir direct. Maintenant, je ne vais plus répondre parce que ça... J'ai envie même de passer 5 minutes sur des gens qui n'ont aucun intérêt à m'apporter, qui m'apportent rien, et qui se décrédibilisent eux-mêmes à mes yeux. Hein. Par rapport à d'autres, je sais pas, mais pas à mes yeux, ils se décrédibilisent direct. Comme le gars là hier qui m'a envoyé des infos, et puis au final, quand on va voir sa chaîne YouTube, c'est un gars qui pose des vidéos de jeux vidéo. Hein, voilà, donc des gens qui publient sous anonymat, ou qui sont des sinistres inconnus, ou qui disent n'importe quoi, ou qui respectent pas eux-mêmes les critiques, les méthodes qui critiquent ne pas être comme le gars avec qui je viens de répondre. Il me renvoie sur un journal grand public pour invalider la publication des scientifiques. Non mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qui m'envoie une étude à comité de lecture là, hein, voilà. Et là j'y jetterai un œil. Ah ben, le gars doit être... si vous critiquez, vous devez être à la hauteur de ce que vous êtes censé devoir apporter. C'est ça le problème. Ça vous met devant le problème. Alors là, le problème du temps réel, c'est que à quel moment vous êtes à la hauteur du temps réel. Quand vous fournissez les résultats d'une étude Discovery, fin avril, à la fin d'une épidémie. Hein, à la fin d'une épidémie. C'est pas sérieux. Est-ce que je peux retrouver pour finir peut-être le truc... C'est ça, non? C'est pas ça. J'avais trouvé hier un super truc. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah mince, je crois que j'ai pas... Ah, c'était Open Data, je crois. Non, si, c'est Open Data. J'essaie de retrouver ce que j'avais vu hier. Ah, c'est Open Data France, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, je vais vous montrer ça pour finir. Allez. Pour finir quand même sur des informations un peu plus intéressantes. Open Data. Alors le problème, c'est que c'est pas des informations qui nous aident à guérir, ça. C'est juste un suivi. Donc c'est bien, c'est un traitement de données, mais c'est un suivi de l'épidémie. Il n'y a pas un suivi des études scientifiques sur les sujets. Ça serait bien de voir quelle est la crédibilité de tel ou tel traitement en fonction des études. On pourrait donner un classement et montrer laquelle est en train de battre les autres. Vous voyez? Mais non, il n'y a rien sur le curatif, quoi. Vous voyez, c'est pénible. Logarithmique, en ratio par rapport à la population, c'est plus crédible. Là, c'est en cumulatif. Voilà, donc en Chine, regardez, on atteint un plateau. Voilà. En France, on sent qu'on commence à atteindre un plateau, on n'y est pas, mais on voit bien que si on prolonge la courbe et que si ça suit celle de Chine, bon on va pas être trop loin. Par contre, on est haut. Hein. C'est-à-dire la Chine, ils ont vraiment ils ont résorbé le truc direct. Hein. Bon, il y a l'Italie, ça m'intéresse pas trop. L'Espagne, ça m'intéresse pas trop. Les USA, ça m'intéresse un peu. Bon, c'est à peu près pareil que la France. Et j'avais regardé quoi? J'avais regardé... la Corée, je crois. Non, ça s'est trié par... Allez, le monde. Ah, le monde. Oula! Ah oui, le monde. Putain, c'est reparti. Ouais. Il y a eu un premier plateau et hop, c'est reparti. Donc, c'est possible que la Chine, ça reparte. C'est pas fini, en fait. Hein. Ouais. Si on regarde le monde et imaginons que la Chine, ça soit un premier plateau, une deuxième vague. C'est possible, hein, parce que si on relâche... possible que si on relâche l'effort, ça progresse. Bon.
Ceci dit, hein, encore une fois, le nombre de morts dans le... bon, c'est pas nul, hein, on est d'accord, hein, mais c'est... par rapport à la grippe, c'est pas grand-chose. Ça, c'est le nombre de cas confirmés. Bon, et forcément, le nombre de décès est à peu près proportionnel au nombre de cas. Hein. Ok, voilà. Bon, allez, on fera plus de détails peut-être plus tard. En tout cas, on va suivre cette affaire avec intérêt. Et notamment, comment maintenant ça va réagir par rapport à cette étude de Raoult. Ça va être assez jouissif, je trouve. Que ce soit du point de vue médiatique, politique, mais aussi scientifique. On va voir si les gars vont persister là. Hein, on va voir si... il est où. On va voir si la méthode Raoult nous aide pas là. On va voir. On va voir. On va voir mon gars. On va voir mon gars ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, vraiment, ils ont été à charge, hein, vraiment, hein, sur les dernières. Et... Bref. Allez, j'ai pas envie de finir là-dessus parce que voilà, je finis sur le professeur Raoult, mais un truc positif. Il me saoule. Ça, c'est pas ok. Donc, on en a parlé de ça. Je crois qu'on a été assez clair. Voilà. Tranquille, n'ayez pas peur, hein, nous dit le professeur Raoult. N'ayez pas peur. Bon, pas raison d'avoir peur. Un peu énervé, mais pas peur. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à ciao, ciao.